Gilbert Navarro, l'Espagnol kidnappé le 14 janvier en Algérie, aurait été libéré et remis aux autorités algériennes. Les détails dans un instant. Le plan de réponse humanitaire 2025 pour le Mali a été lancé ce mardi par le ministère de la Santé. 771,3 millions de dollars devraient être mobilisés pour répondre à l'urgence humanitaire. La série de la semaine s'intéresse au football malien qui se professionnalise. Un nouveau challenge qui réjouit les acteurs du domaine, nonobstant les moyens limités. Merci d'avoir choisi la télé qui vous allume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. Gilbert Navarro avait été pris en otage par des bandits mi-janvier en Algérie. Quelques jours plus tard, il recouvre sa liberté et est remis aux autorités algériennes par le Front de libération de l'Azawad. Paul Yapinguesson. Touristique du sud de l'Algérie, situé à proximité de Tamarasek. Une semaine plus tard, ce ressortissant espagnol vient d'être libéré et remis aux autorités algériennes par des éléments du Front de libération de l'Azawad, FLA. Les autorités espagnoles et algériennes se sont jusqu'alors abstenues de tout commentaire. Le Front de libération de l'Azawad affirme dans un communiqué que le ressortissant espagnol nommé Gilbert Navarro a été libéré grâce à une opération menée par l'une de ses unités de sécurité, concomitamment avec des tractations conduites par des personnes de bon office. L'opération a eu lieu lundi après-midi et laisse otages à passer la nuit sous la protection des rebelles Touaregs, ont précisé préalablement ces derniers. L'Espagnol, enlevé le 14 janvier dans le sud de l'Algérie, transféré dans le nord du Mali par ses ravisseurs, affiliés à un réseau de crimes organisés opérant dans le Sahel et au Mali. L'Espagnol a atterri mardi soir sur la base militaire de Boufarik à 25 km au sud d'Alger, à bord d'un avion de l'armée algérienne en provenance de l'aéroport de Tiwazatène, selon des images diffusées par la télévision nationale. Selon le ministère algérien de la Défense, l'intéressé a été enlevé le 14 janvier dans la zone frontalière algéro-malienne par une bande armée composée de 5 individus alors qu'il effectuait une visite touristique. L'enlèvement de l'Espagnol a suivi de quelques jours celui d'une Autrichienne dans le nord du Niger, autre pays sahélien qui est également confronté au terrorisme. Les kidnappings d'étrangers ou de nationaux sont l'un des aspects de la violence multiforme qui afflige le Mali et le Sahel depuis 2012. Les motivations idéologiques ou crapuleuses vont de la demande de rançon à l'acte de représailles en passant par la volonté de marchandage. Les ravisseurs déplacent communément les captifs d'un pays à l'autre. La région frontalière entre l'Algérie et le Mali est principalement le champ d'action des groupes armés Touareg et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JIM ou JINIM suivant l'acronyme arabe. L'alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Ce mardi 21 janvier, le ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires techniques et financiers ont procédé au lancement du plan de réponse humanitaire 2025 pour le Mali. On en sait davantage avec Aminata Keïta. 6,4 millions de Maliennes et de Maliens présentent des besoins humanitaires multisectoriels. À travers ce plan de réponse, le gouvernement malien et la communauté humanitaire appellent à une mobilisation de 771,3 millions de dollars US, environ 462 milliards de francs CFA, pour porter une assistance d'urgence aux 4,7 millions de personnes ciblées, identifiées comme étant les plus vulnérables. La situation sécuritaire dans certaines parties du Mali affecte la résilience des populations et les expose à des chocs humanitaires. Malgré les efforts considérables déployés par le gouvernement malien, celle-ci continue de subir de nombreuses exactions et forçant à se déplacer, notamment dans le nord et le centre du pays. En 2024, OCHA avait annoncé qu'il fallait 701,6 millions de dollars pour apporter une réponse humanitaire aux Maliens. Seuls 38% de ce financement ont pu être mobilisés et les partenaires humanitaires ont fourni une aide vitale à 1,8 million de personnes parmi les plus vulnérables, y compris ceux vivant dans les zones les plus éloignées. Malgré tous ces efforts, environ 6,4 millions de personnes, soit 27,7% de la population actuelle, ont encore besoin d'une aide humanitaire et des mesures de protection. Le besoin humanitaire 2025 a donc augmenté de 69,7 millions de dollars. Cette augmentation s'explique à travers les conflits armés, les déplacements, les urgences sanitaires et les chocs climatiques. La situation est particulièrement grave dans les zones touchées par le conflit au nord et au centre du Mali, où les contraintes d'accès et les déplacements massifs de population menacent la survie et la dignité des plus vulnérables.
Selon la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, je cite, « Pour l'année 2025, le gouvernement prévoit de renforcer les outils de lutte contre les inondations ainsi que les mécanismes de prise en charge des couches vulnérables et les personnes victimes des déplacements forcés à travers la multiplication des centres d'accueil performants, dont un à Bamako. » Fin de citation. Quant au coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU, M. Kassim Diagne, il a insisté sur le fait qu'il était urgent que l'ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds renouvellent leur engagement pour répondre aux besoins humanitaires essentiels. Il poursuit en affirmant qu'il est essentiel d'explorer des solutions innovantes et durables. Selon le gouvernement du Mali et OCHA, la réponse humanitaire de 2025 se concentrera en priorité sur les groupes de population qui présentent des besoins critiques dans les secteurs prioritaires tels que la protection, l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que les abris et les articles ménagers essentiels. L'importation des oignons sera suspendue au Sénégal à partir de samedi prochain. L'annonce est faite par l'Agence de régulation des marchés du pays. Les premières récoltes sont attendues pour le mois de février et cette mesure vise à favoriser la commercialisation des oignons produits localement. Selon les médias sénégalais, cette décision s'inscrit dans une volonté plus globale de promouvoir les produits locaux, réduire la dépendance aux importations, soutenir le revenu des agriculteurs et renforcer la souveraineté alimentaire. Le président ivoirien Alassane Ouattara est lauréat du prix africain pour la promotion de la paix et c'est au ministre d'État qu'a été remis le prestigieux prix lors d'une cérémonie tenue le lundi 21 janvier au Centre international des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott en République islamique de Mauritanie. Djeneba Samaki. Le prix africain pour la promotion de la paix, lancé en 2022, vise à rendre hommage aux personnalités, institutions ou organismes ayant apporté une contribution notable à la promotion, la préservation et le maintien de la paix en Afrique. En attribuant ces prix à Alassane Ouattara, le jury a souligné l'importance de son rôle dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Pour le président du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, président de la conférence africaine, Cheikh Abdullah bin Baya, l'effort soutenu du président Alassane Ouattara pour la paix et la réconciliation dans son pays et en Afrique en général est bien estimé et apprécié. C'est un honneur pour nous de remettre ce prix au ministre représentant le président de la République. Le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République de la Côte d'Ivoire, Jano Aoussou Kouadjo, recevant la 4e édition du prix africain pour la promotion de la paix attribué au président ivoirien mardi 21 janvier 2025 à Nouakchott, a déclaré que cette distinction est un couronnement des efforts du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un disciple affirmé et confirmé du président Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Ne pouvant en être autrement, puisqu'il a été nourri à la sève de la paix par le président Félix Houphouët-Boigny. Au cours des 3 dernières éditions, ce prix a été attribué aux anciens présidents Mohamed Bazoum en 2022, Muhammadu Buhari en 2023 et à l'actuel chef de l'État gambien, Adama Barrow, en 2024. En offre, le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé ce mardi une série de nominations majeures à la présidence visant à renforcer la gouvernance et à améliorer l'efficacité de son administration. Parmi celles-ci, la désignation de Larry Lartey comme envoyé spécial pour l'Alliance des États du Sahel suscite une attention particulière. Reconnu pour son expertise en sécurité et en diplomatie, il aura pour mission de consolider les relations avec les pays sahéliens et d'encourager les initiatives communes face aux défis régionaux. Place à notre série de la semaine. Après des années d'attente, le football malien vient de franchir un cap décisif, la professionnalisation du championnat national. Avec ce passage, le club malien entre dans une nouvelle dimension et la série de la semaine y est consacrée. Un reportage de Soumaïla Fani. La professionnalisation du football malien est l'aboutissement d'un long processus dans le but de propulser le sport vers de nouveaux horizons. Depuis sa création, le championnat national évoluait dans la catégorie amateur.
Mais face aux exigences de la CAF, il s'est propulsé vers le professionnalisme, dont la première édition du championnat national professionnel a débuté le 23 novembre dernier avec 14 équipes. Évidemment, c'était un souhait ardemment voulu par tous les acteurs. Il faut qu'on aille vers le professionnalisme. Je pense que dans ce cadre-là, nous aurons d'abord imité les pays limitrophes, qui sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, la Mauritanie. Ils sont tous déjà dans le professionnalisme. Mais nous venons de commencer. Et je pense que c'est de bonne guerre. Et ça va apporter beaucoup de choses bénéfiques à notre football, notamment en termes de visibilité. Et ensuite, le professionnalisme permettra aux joueurs de vivre de leur métier. Ces nouveaux tournants permettent au football malien d'améliorer son niveau de jeu, de développer la formation, de renforcer l'attractivité du championnat et d'améliorer la gestion des clubs. Une démarche qui nécessite assez de moyens financiers. Le professionnalisme ne peut pas aller sans certains accompagnements. Le professionnalisme ne peut pas aller sans certaines organisations, sans certaines structurations, sans l'accompagnement de certains sponsors. Et vous êtes d'accord avec moi, au Mali, le sponsoring n'est pas aussi développé que ça. Le marketing n'est pas aussi développé que ça. On n'a pas assez de sociétés, entreprises d'État qui interviennent dans le secteur du sport. Donc les moyens sont très limités. Imaginez aujourd'hui, si on doit aller avec le SMIC, qui fait à peu près 40 000, voire 45 000, voire 50 000 francs. Si on doit donner 50 000 francs par joueur, en prenant 20 joueurs, ça va faire combien? 10 déjà, c'est 500 000. Et 20, ça fait déjà 1 million par mois, la masse salariale de l'équipe première, sans pourtant compter les autres. Au cours du symposium, je pense que par rapport à la professionnalisation aussi, l'État a pris des engagements à travers le ministère. Ces engagements seront mis en œuvre au fur et à mesure et ensuite attirer des investisseurs, c'est-à-dire que des partenaires qui seront là pour accompagner l'ensemble du sport, selon le football en particulier. Nous attendons ceci et de là, comme les autres pays, notre championnat peut être regardé par tous les Maliens, même qui sont à l'extérieur. Mais ceci ne peut pas se réaliser sans l'apport des partenaires. L'entrée des clubs maliens dans cette nouvelle dimension demande aux joueurs, aux entraîneurs et aux dirigeants une adaptation afin de relever les défis. C'est quelque chose, on devait quand même songer à ces préalables pour aller vers le professionnalisme. Mais avec la pression du public, avec la demande récurrente de ce volet, la fédération a accepté d'y aller, qu'on va aller progressivement. Parce que ça aussi, il faut commencer en prenant certaines mesures et en essayant de limiter ces mesures-là et voir cette première expérience, ce que ça va donner. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de corriger. D'autres facteurs entrent également en ligne de compte dans le cadre du professionnalisme selon Dramé. Il s'agit de l'organisation autour de l'équipe, mais également la programmation et la planification des matchs. Aujourd'hui, avec la rénovation de plusieurs stades à travers le pays, ces derniers aspects pourront être gérés sans difficulté. L'épisode 2 de la série à retrouver demain. Fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.